Encore 28 semaines avant la reprise de la NFL. Bon bah faut bien s'occuper. Voici les infos de la semaine. Et la première info, c'est que le NFL Scouting Combine a débuté. Et tout simplement, c'est le plus grand entretien d'embauche du monde entier. Tous les joueurs qui prétendent à la draft sont présents à Indianapolis au Lucas Oil Stadium du 26 février au 1er mars 2026. Et chaque jour est dédié à certains postes. Le jeudi, c'est les joueurs de la ligne défensive et les linebackers. Le vendredi, les corners, les safeties et les tight ends. Le samedi, les quarterbacks, les receveurs et les running backs. Et le dimanche, c'est le jour des joueurs de la ligne offensive. Et ce jour-là, chaque joueur va devoir passer 4 grandes séries de tests. Les tests athlétiques avec notamment le fameux 40 yards qui est un peu l'épreuve reine, la détente verticale et le saut en longueur sans élan qui mesure l'explosivité, ou encore le développé couché qui mesure l'endurance de force. Des ateliers spécifiques par position, des tracés à suivre pour les receveurs, des exercices de changement de direction pour les cornerbacks, des exercices adaptés au pass rush pour les linemen défensifs. Une batterie de tests médicaux, IRM, tests antidopage, mesure des mensurations et plein d'autres choses. Et enfin un entretien individuel sur l'aspect psychologique pour voir si le joueur a bien la bonne mentalité pour l'équipe. Sachant que chaque équipe a le droit à 60 entretiens de 15 minutes sur l'ensemble du week-end, autant te dire qu'à la fin du combine, le recruteur il a sacrément mal à la tête. Pour les joueurs, c'est une étape clé avant la draft. Un dixième de mieux sur le 40 yards, ça fait augmenter ta cote, ta position à la draft et donc forcément ton salaire. A l'inverse, 2 ou 3 pouces en moins sur la détente verticale, ça peut totalement faire effondrer ta cote. Cette saison, tous les regards seront évidemment portés sur le quarterback d'Indiana, Fernando Mendoza, qui vient de remporter le college football et à qui on promet déjà le premier choix de la draft chez les Raiders. Mais il faudra aussi faire attention à Ty Simpson, le quarterback d'Alabama, qui est pressenti pour être le deuxième quarterback recruté lors de cette draft et qui, contrairement à Fernando Mendoza, devrait effectuer quelques lancers ce week-end. En attaque, on pourra aussi être attentif à Jeremy Allo, le running back de Notre-Dame, explosif, très rapide et qui a des changements d'appui très vifs, à Carnell Tate, le receveur d'Ohio State, ou encore Jordan Tyson, le receveur d'Arizona State. En défense, Mansour Delane, le corner de LSU, s'annonce comme le défenseur drafté le plus haut, mais il faudra faire attention à David Bailey de Texas Tech, qui semble avoir le potentiel pour être parmi les meilleurs pass rushers de toute la ligue. La deuxième information de la semaine, c'est que le touche-push des Eagles ne serait plus en danger. Alors déjà, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que ce fameux touche-push? Tout simplement, c'est cette action qui consiste à aller chercher un yard, généralement sur troisième ou quatrième tentative, en ouvrant un espace droit devant pour le quarterback qui doit être poussé par le running back ou le tight end pour aller grappiller ce yard. Les Eagles ont popularisé ça en 2024, certaines équipes voulaient l'interdire, notamment les Packers, car ils considéraient que ça donnait un trop gros avantage aux Eagles qui avaient plus de 99% de réussite sur cette simple action. Mais bizarrement, cette saison, plus personne ne veut s'en débarrasser. Et là, la vraie question, c'est pourquoi? Et à cette question, moi je vois deux raisons principales. La première, c'est que les équipes parviennent mieux à défendre sur cette action qu'avant. Les adversaires des Eagles ont eu une saison de plus pour s'adapter à cette action et ils ont compris que la solution pour arrêter le touche-push, c'était tout simplement de bloquer le centre. Le centre, c'est ce joueur qui donne le ballon au quarterback et qui, lors de cette action, est chargé d'aller ouvrir une brèche au quarterback droit devant lui. Et la solution donc pour stopper cette action, c'est d'empêcher le centre de prendre ne serait-ce qu'un demi-yard sur ce touche-push. Ça paraît évident, mais il faut le dire, si le centre n'avance pas, le quarterback n'avancera pas non plus. Et la deuxième raison, c'est que certaines équipes ont commencé à l'utiliser aussi, y compris d'ailleurs les Green Bay Packers, et donc forcément pour toutes les franchises, ça donne une arme en plus. Perso, je suis plutôt pour laisser ce genre d'action exister. Pour moi, la beauté de ce sport, c'est justement qu'il y a une diversité des actions. Si on était tout le temps en train de faire des passes, on finirait par s'ennuyer. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Est-ce que tu es plutôt pour ou plutôt contre le touche-push? La troisième info, tu l'as vu dans le titre, c'est que 3 matchs internationaux ont déjà au moins une équipe de leur affiche. On savait déjà que les Saints allaient jouer à Paris en 2026, que les 49ers allaient recevoir un match à Mexico et qu'ils allaient également se déplacer à Melbourne pour affronter les Rams. Et on a appris cette semaine que les Lions allaient recevoir un match à Munich, que les Jaguars en recevraient eux 2 à Londres et les Commanders 1 également dans la capitale du Royaume-Uni. Et contrairement à ce que j'ai vu passer comme information, les Jaguars et les Commanders justement ne s'affronteront pas à Londres, ces franchises recevront chacune leur match à domicile à Londres. Et autant pour les Jaguars on pouvait s'attendre à ce qu'ils débarquent à Londres de nouveau, étant donné que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'ils viennent à Londres tous les ans, mis à part pendant le Covid. Autant pour les Commanders, c'est un retour après 10 ans d'absence et un match nul face aux Bengals alors qu'ils s'appelaient encore les Redskins. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de se demander quels seront les adversaires de ces équipes. Pour le match à Munich, on peut déjà partir du principe que les Lions ne recevront pas une équipe de leur division, la NFL n'aimant pas trop les matchs intra-division à l'international. Et sur les autres adversaires qui leur restent, on sait déjà que les Saints joueront à Paris, donc peu de chances de les voir dans 2 matchs à l'étranger. Et à l'inverse, on a une équipe des Jets qui voyage assez régulièrement à chaque fois sur les 2 dernières saisons, donc j'imagine bien un Lions contre les Jets à Munich. Pour les matchs de Londres des Jaguars, si on suit le même raisonnement, le nombre d'adversaires potentiels diminue. On enlève les 3 adversaires de division, les Commanders donc qui vont jouer à Londres aussi,
et les Browns qui sont pressentis pour aller jouer à Paris face aux Saints. Il ne reste donc que 3 adversaires potentiels, les Steelers, les Patriots et les Eagles. Donc forcément des grosses affiches. Perso, je partirai sur les Steelers et les Eagles parce que les Jaguars ont déjà affronté les Patriots il y a 2 ans à Londres et ça ferait un peu réchauffer. Et pour ce qui est des Commanders, il y a des chances de voir une grosse équipe. Mais moi je vais partir sur les Seahawks évidemment parce que ça ferait très plaisir de les voir jouer en Europe. Mais un match face aux Rams serait aussi très sympa même s'il y a peu de chances que ça arrive étant donné qu'ils sont déjà venus à Londres l'année dernière. La quatrième information de la semaine, c'est que la période de discussion des contrats des joueurs est en cours. La période des franchise tags s'est ouverte la semaine dernière et en gros c'est une période où les équipes peuvent poser des priorités de négociation avec leurs joueurs qui arrivent en fin de contrat pour empêcher les autres équipes de négocier avec eux avant le début de la période des transferts. Par exemple, cette semaine, les Falcons ont posé leur franchise tag sur leur tight end Kyle Pitts qui avait fait une bonne fin de saison du côté d'Atlanta. Toujours chez les Falcons, on a appris cette semaine que Kirk Cousins serait laissé libre de partir à l'intersaison, lui qui avait assuré l'intérim de Michael Penix après sa blessure au genou gauche. Et clairement, chez les Falcons, on mise plutôt sur l'avenir, et Michael Penix à 25 ans l'incarne beaucoup mieux que Kirk Cousins, du haut de ses 38 ans. Également, le running back des Cowboys, Javonte Williams, devrait signer un nouveau contrat avec Dallas pour 3 ans à hauteur de 24 millions de dollars. Les dirigeants de l'équipe texane ont remarqué sa bonne activité à la course avec ses 1200 yards et ses 11 touchdowns lors de sa première saison. On a également appris qu'Anthony Richardson, le deuxième quarterback des Colts, a été autorisé à négocier par son board dirigeant avec les autres équipes de la NFL. Contrairement aux Falcons, Indianapolis mise plutôt sur l'expérience avec Daniel Jones, qui a montré qu'il pouvait être mieux qu'un remplaçant cette saison avant sa blessure au tendon d'Achille. Pour Anthony Richardson, l'avenir pourrait se trouver du côté des Vikings, la franchise du Minnesota ayant un intérêt réciproque pour Richardson. Mais dans ce cas-là, quid de JJ McCarthy? C'est ça la folie de la saison des transferts en NFL. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul football et qu'il se joue avec les mains. Salut!